Bonjour tout le monde. Nous commençons cette présentation en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Je m'appelle Jean-Philippe, élève en 10e année. Et moi, Samuel, je suis un élève en 11e année et nous sommes tous deux du Collège catholique Marbleu. Euh, Nous faisons tous deux partie de l'équipe d'impro, donc pardonnez notre tangente, c'est dans notre nature. Nous sommes très heureux d'être ici avec la classe de Mme Claudia Séguin, ainsi que toutes les personnes qui assistent en direct pour parler avec l'ancienne joueuse pour l'équipe nationale de volleyball sur plage, Claudia Séguin. Merci Claudia, merci d'être des nôtres ce matin. Bien, merci à vous. C'est tout un honneur pour moi et un grand plaisir de partager un peu mon parcours avec vous ce matin, répondre à vos questions. Puis, si vous pouvez en sortir une leçon de vie, une morale, un conseil, bien, tant mieux. Bon, ben, tout l'honneur est pour nous. Merci. Un peu en retard, mais bref, on va survivre. Avant de débuter, on veut mentionner à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils peuvent nous envoyer des questions en utilisant la fonction Q&A, ou pour ceux et celles qui sont sur YouTube, ils peuvent utiliser le lien du formulaire Google qui est sur l'écran. On va faire tout notre possible pour répondre au plus de questions possibles, bien ajouter peut-être quelques de nos propres questions ici et là, juste pour faire rouler les choses. De plus, je rappelle que cette entrevue va être enregistrée et diffusée plus tard par la NCSSAA sur leur chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, on commence avec un bref parcours de notre invité. Claudia a fait du volleyball pendant 7 ans, du volleyball interscolaire de la 6e à la 12e année. Elle a également fait 5 ans de volleyball compétitif pour le club d'Ottawa de la 8e à la 12e année, en plus d'un 5 ans de volleyball universitaire pour les GGs à l'Université d'Ottawa. Elle reçoit plusieurs invitations pour faire partie de l'équipe volleyball intérieur Team Canada, mais décide de se consacrer au volleyball de plage avec l'équipe provinciale de l'Ontario de volleyball de plage, âgée de 18 ans, et ensuite l'équipe provinciale et l'équipe nationale de volleyball de plage après ces années de volleyball universitaire, âgée de 24 ans. C'était un petit bref récapitulatif. Maintenant que c'est terminé, voici un petit montage pour faire pomper le sang, puis direct aux questions. Regardez cette vidéo me fait comprendre, Claudia, comment vous faites pour nous massacrer 2 contre 7 quand on joue au volleyball à l'école. Et parlons de volleyball à l'école, ça c'était du volleyball intérieur et j'aimerais vous commencer par vous demander, c'est quoi vraiment les différences entre le volleyball intérieur puis le volleyball de plage? Oui, alors, le volleyball intérieur, plus que le sport se développe, plus qu'il y a des spécialisations. Alors, le volleyball intérieur est très, très spécifique et tu mets vraiment en valeur tes habiletés très spécifiques. Alors, on a les réceptionneurs, on a les attaquants, on a les joueurs de centre qui se concentrent à vraiment bloquer. D'habitude, ils sont plus grands, ils ont des habiletés sautées, puis être rapides, puis bloquer la balle. Il y a aussi le passeur qui s'assure de faire ton setter, qui s'assure de faire des passes aux attaquants. Et tu es spécialiste en défensive. Et maintenant, on est tellement spécialisé qu'on a même un libéro, un spécialiste en défensive spécialisé à la réception et l'autre spécialisé à la défensive. Alors, c'est un sport qui devient de plus en plus spécialisé, qui a ses avantages. Mais pour moi, la différence avec le volleyball de plage, puis qu'est-ce qui m'a attiré au volleyball de plage, c'est que c'est un sport où le joueur doit être versatile. Le joueur doit être capable de bien exécuter toutes les habiletés, que ce soit la réception, l'attaque, la passe. Il doit être capable de maîtriser à un haut niveau toutes ces habiletés-là. Et en plus de ça, il y a des éléments, des facteurs encore
plus excitants, des plus gros défis, qui sont les facteurs environnementaux, comme le vent, le sable, le soleil, la chaleur aussi. Et évidemment, c'est plus difficile de se déplacer. Je ne sais pas si vous avez déjà couru dans le sable, mais courir dans le sable comparé à courir sur le sol, sur du ciment, sur un plancher de gymnase, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile de se déplacer dans le sable. Alors, c'est un autre défi. Alors, oui, beaucoup de plaisir, de défis à surmonter. Donc, pour les élèves qui veulent battre Mme Séguin au volleyball, il faudrait que vous appreniez un peu plus sur le volleyball de plage et que vous maîtrisez le volleyball de plage. Ça vous donnerait un bon avantage. Pour la prochaine question, il y a une grosse différence entre amateur et compétitif. Pouvez-vous nous en parler? Donc, quand on parle des différences entre amateur et compétitif, j'imagine tout de suite mes années à l'université. C'est de la pression de performer au niveau universitaire comparé à la pression sur l'équipe nationale. Alors, la pression pour performer à l'université, elle est moins élevée. C'est sûr qu'au début, en ta première année universitaire, tu es un peu plus stressé, un petit peu plus nerveux, mais au fur et que les années avancent, tu réalises que la pression est moins grande. Tu as une équipe complète derrière toi. Quand tu vas au sport amateur et surtout un sport comme un peu plus individuel où si ton équipe est juste constituée de 2 personnes, bien à ce moment-là, il y a beaucoup plus de pression. Il y a la pression de performer à un haut niveau parce que sinon, tu perds ta place un peu, c'est le prochain qui vient. Il y a aussi la pression que tu ressens avec tes partenaires, la pression des coachs et la pression que tu te mets toi-même. Et je vais en parler un peu plus en profondeur plus tard, que la pression qu'on se met parfois comme athlète. Mais un autre gros élément entre amateur et compétitif, puis quand on regarde le volleyball de plage plus spécifiquement, parce que c'est ça mon expérience, c'est la pression financière. Alors, les athlètes, on doit débourser de notre poche pour nos billets d'avion, pour l'hébergement, pour la nourriture. Alors, c'est tout nous qui doit payer pour ça. Alors, tu te mets cette pression-là additionnelle parce que tu te dis, j'ai dépensé tout cet argent-là pour me rendre ici, il faut que je performe, il faut que j'aille au prochain niveau. Alors, c'est un peu cette pression-là qu'on se met nous-mêmes qui fait une différence un peu entre compétitif et amateur et la capacité de surmonter cette pression-là qui fait la différence. Donc, il faut non seulement avoir un certain sang-froid face à la pression de performer, mais aussi avoir un certain sang-froid face à la pression que ça exerce sur le portefeuille. Mais du côté quand vous n'êtes pas en compétition, c'est quoi une journée typique? Qu'est-ce que les journées ressemblent pour vous? Alors, quand je compétitionnais au niveau avec l'équipe nationale, alors, je me réveillais vers les 7h, 8h du matin. J'ai eu la chance d'avoir des très bons employeurs et j'ai eu la chance de commencer à faire de la suppléance dans une école francophone à Toronto. Et puis, alors, je me préparais pour aller au travail. L'école était de 9h à 3h. Alors, je faisais la suppléance pendant la journée, 9h à 3h. Et par la suite, on avait nos pratiques de volleyball de plage de 4 à 7. Alors, je partais directement du travail pour aller à mes pratiques de volleyball de plage dans le sable, suivi d'une séance de musculation par la suite. Alors, les pratiques de volleyball dans le sable étaient 5 fois semaine, du lundi au vendredi. Et les sessions de musculation étaient 3 fois semaine, par exemple lundi, mercredi, vendredi. Alors, ça, c'est une horaire typique. Wow, c'est certainement une horaire chargée que vous aviez. Vous avez certainement trouvé des qualités et des valeurs en faisant du volleyball. Quelles seraient ces qualités et valeurs acquises pour vous par le volleyball? Ben, il y en a plusieurs. J'ai fait vraiment beaucoup d'années dans le volleyball. Alors, je pense une des premières, c'est l'éthique de travail. Alors, être très engagé, toujours donner son 100% pendant les pratiques. La détermination. Alors, depuis un très jeune âge, j'ai toujours été très déterminée à faire partie de l'équipe nationale et vraiment atteindre le prochain niveau qui se présentait sur mon chemin. Alors, une grosse détermination. J'ai aussi appris l'importance de la communication. J'ai appris l'importance aussi de contrôler ce qu'on peut contrôler.
Alors, si j'élabore un peu sur l'importance de la communication, j'ai 2 petites anecdotes par rapport à ça. Alors, la première, puis c'est des leçons de vie, la communication, que je continue à appliquer à tous les jours, dans ma vie tous les jours avec mon conjoint ou peu importe. Alors, l'importance de la communication, je vous donne un exemple. Ma dernière saison, je savais en commençant la saison que c'était pour être ma dernière et j'avais une nouvelle partenaire. Ma partenaire, elle, Alexandra, elle jouait pour le NCAA aux États-Unis. Elle jouait pour le Colorado intérieur. Alors, on savait arrangé que dès que sa saison intérieure était pour terminer et son école était pour être terminée, elle était pour revenir à Toronto et on était pour s'entraîner ensemble. Par contre, il y avait un camp de sélection pour déterminer qui allait représenter le Canada à certains événements pour la saison à venir. Alors, Alexandra prend l'avion du Colorado à Toronto, arrive le vendredi, on a une pratique le vendredi soir et le tournoi commence le lendemain. Donc, seulement quelques heures de pratique ensemble pour développer une chimie, pour développer des stratégies, savoir comment on joue ensemble. On n'a jamais joué ensemble. Alors, beaucoup de communication tout de suite avec notre entraîneur, comment se positionner, quelle stratégie utiliser. Mais le plus important, c'était la communication après cette session-là de pratique. C'était de discuter de nos prochains matchs à venir. Et évidemment, en tant qu'athlète, on a souvent des pensées négatives à propos de ça, même des doutes, puis ça, c'est normal. Puis une chose que j'ai appris avec le sport, c'est qu'on a tous des doutes. On se crée des histoires de doutes dans notre tête qui affectent notre performance. Alors, c'est de reconnaître que ces histoires-là, c'est seulement des doutes et qu'on mérite, qu'on a notre place, puis qu'on avoir plus de confiance en nous, en d'autres mots. Alors, avec Alexandra, évidemment, le premier match le lendemain matin à la compétition, c'était contre mon ancienne partenaire. Alors, c'était un peu stressant. J'avais plein de doutes, en fait, que les coachs de l'équipe nationale ont toujours pensé que ma partenaire était meilleure que moi, que la seule raison que je m'ai rendue à ce niveau-là, c'était grâce à ma partenaire. Alors, j'avais toutes ces histoires-là qui popaient dans ma tête, qui créaient du doute personnel sur ma capacité de performer. Et le fait de le dire à voix haute, tu réalises que non, attends une minute, ce n'est pas des faits, c'est seulement des histoires que tu crées dans ta tête. Tu t'es rendu là parce que tu t'es rendu là. C'est un sport d'équipe, tu es 2 personnes sur le terrain, puis en plus, il faut que tu touches la balle, soit 2 fois sur 3 ou 1 fois sur 3. Il faut tout le temps que tu touches la balle au bord de plage. Il n'y en a pas 5 autres pour toucher la balle, c'est toi et ton partenaire. Alors, j'avais ces doutes-là que ça va confirmer les coachs que ma partenaire est meilleure, si on ne gagne pas, blablabla. Alors, mon entraîneur de l'équipe provinciale, Angie, elle a été capable de commencer cette discussion. Et là, je l'ai dit à ma partenaire. Je l'ai dit à Alexandra que c'était un doute, une histoire que je créais dans ma tête. Puis elle était comme, de quoi tu parles? C'est ridicule ton histoire. Comme, moi, je crois que tu as ta place ici. C'est pour ça que j'ai accepté de jouer avec toi. Tu es super bonne, blablabla. Alors, cette discussion-là a vraiment créé un lien fort entre moi et ma partenaire dès le début. Puis, ça nous a permis de mériter notre place, puis d'aller à des compétitions comme aux îles Caïmans, puis en République dominicaine. Alors, on a eu plusieurs compétitions par la suite, où on a quand même bien performé avec le peu de pratique. Alors, la communication efficace comme ça, rapidement, ouverte, nous a vraiment permis de avancer puis bien compétitionner. Puis on a eu un super bon tournoi. On ne l'a pas gagné comme mon ancienne partenaire, mais on l'a perdu par 2 points. Alors, c'était très, très serré, très bien. J'ai une autre anecdote avec Sophie, qui est une autre partenaire avec qui j'ai joué. Donc, avec Sophie, c'est un peu plus tard dans la même saison, ma dernière saison, je commence mon dernier tournoi. Je demande à Sophie de jouer avec moi. Et là, Sophie Bukovic, vous la connaissez peut-être si vous suivez le volleyball de plage. Alors, j'ai joué avec Sophie.
Sophie venait tout juste de gagner les U21 mondiaux. Alors moi, je suis oh mon Dieu, j'ai l'honneur de jouer avec Sophie. Elle a gagné les U21 mondiaux. Il faut vraiment que je joue à mon meilleur. Fait que je me disais ça. Alors toute la semaine avant la compétition, oh mais là, je joue mal. Et là, évidemment, mon entraîneur le réalise et me dit, Claudia, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, je sais, j'ai cette histoire-là que je me dis, à cause que Sophie allait gagner les U21, ben, il faut que je performe, il faut que je joue à ma meilleure. Et comme Claudia, Sophie, elle a accepté de jouer avec toi à cause qu'elle te connaît. Elle a joué contre toi multiples fois, elle t'a vu pratiquer, elle t'a vu jouer, elle te connaît, elle a accepté parce qu'elle sait que tu as le talent pour bien jouer, pour bien complémenter comme équipe. Alors, le lendemain, la pratique commence et ça commence pas bien, ça va pas bien. Et là, je prends un time-out et là, je vais voir Sophie. Et là, je lui dis, Sophie, je me mets de la pression pour bien performer avec toi. J'ai cette histoire-là que je lui dis, à cause de gagner les U21, il faut que je performe. Alors, je raconte cette histoire-là. Dès que j'ai terminé d'y dire cette histoire-là, prochain échange qu'on a, je fais une des meilleures frappes de ma vie. Et juste le fait d'en parler à ton partenaire, tu as cette pression-là qui est soulevée de tes épaules et qui te permet de jouer librement. Alors, tout ça rapporte à l'importance de communiquer tes pensées et tes sentiments avec ton partenaire pour vraiment être capable de performer au meilleur de vos habiletés en tant qu'équipe. Fait que je continue à utiliser ça aujourd'hui, l'importance de la communication dans toutes mes relations, que ce soit avec mes collègues de travail ou avec mon conjoint à la maison. Alors, ça, je pense que c'est une des plus grosses qualités ou valeurs apprises dans mon parcours. Donc, vraiment, c'est la communication pour t'aider vraiment à gérer la pression. Ça devrait dire que dans ton parcours, tu avais des chaînes de relations très fortes qui étaient là pour vraiment te supporter, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours. Oui, alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé tout au long de mon parcours. J'ai eu plusieurs entraîneurs, que ce soit mes entraîneurs à l'université. J'ai eu Lionel, j'ai eu Ling à l'Université d'Ottawa, qui ont les deux des différentes approches, mais qui se complétaient très bien, qui m'ont aidé à performer à ce niveau-là. J'ai aussi eu Angie Shen, qui est ma coach de l'équipe provinciale de volleyball de plage, qui m'a vraiment permis d'atteindre mes meilleures performances. Et évidemment, sans ma famille, je n'aurais pas été au niveau que j'ai été de façon compétitive. Alors, ça, c'est vraiment les personnes qui m'ont aidé tout au long de mon parcours. Oui. Je pense que c'est ça. J'ai-tu répondu à la question? Là? Je pense que tu as assez bien répondu. Ouais, c'est passable. Vous avez bien répondu à la question, oui. Il y en a qui nous regardent, qui sont intéressés par rapport au volleyball de plage plus précisément. La question vient de l'Académie virtuelle qui demande au volleyball de plage, avez-vous un entraîneur spécifiquement pour votre équipe? Alors, quand que c'est... Alors, OK. De quel côté est-ce que j'apporte cette question-là? Alors, dépendant du niveau auquel tu es rendu, tu peux avoir un coach personnel, peu importe le niveau. Si on regarde, par exemple, à l'équipe provinciale, alors, quand tu fais partie de l'équipe provinciale, c'est un entraîneur qui va travailler avec plusieurs équipes en même temps. Par contre, c'est possible qu'Ontario 1 joue contre Ontario 2. Alors, l'approche des entraîneurs de l'équipe provinciale de volleyball de plage, c'est vraiment de concentrer sur la performance des gens. Alors, si moi, je suis Ontario 2, je vais avoir une rencontre avec l'entraîneur. On va discuter de nos stratégies, notre plan de match, ce que nous, on va faire de notre côté du terrain, ce que nous, on a observé de l'autre côté. Alors, c'est beaucoup de travail personnel en tant que toi et ta partenaire. Alors, tu as des coachs, mais il un peu facilite à ce que tu sois très, très indépendant parce qu'une fois que tu es rendu sur la route, une fois que tu compétitionnes à l'international, tu n'as pas nécessairement des coachs qui te suivent, à moins que tu payes tes coachs, puis ça soit vraiment ton coach personnel et non le coach de l'équipe provinciale ou le coach de l'équipe nationale. Alors, si on regarde les équipes sur l'équipe nationale en ce moment, si on regarde Melissa, Humana Paradise, puis si on regarde Sarah Pavin, elles ont leur propre coach individuel qu'elles payent de leur poche.
Et si on regarde Brandy Wilkerson et Heather Bainsley, elles aussi ont leur propre entraîneur personnel. Alors, c'est une option d'avoir ton entraîneur personnel. Par contre, quand tu es en train de jouer le match, tu n'as pas de coach. Le coach ne peut pas te coacher à travers, surtout quand tu arrives au niveau adulte. Il y a quelques modifications au niveau jeunesse, que ce soit U20, U19, U16, où c'est que le coach peut te parler pendant certains temps morts, mais quand tu arrives au niveau international et provincial et tu compétitionnes à l'âge adulte, tu n'as pas de coaching pendant le match. Tu as du coaching avant et après, mais aucun pendant le match. On se revient comme le fait que ça revient qu'il y a des coûts, le coût personnel pour les entraîneurs personnels, ça revient à ça. Et est-ce qu'il y a vraiment une partie dans la compétition que comme tu as fait, comme des bonnes parties, les meilleures parties vraiment de faire compétition dans le volleyball de plage? Alors, les meilleures choses à propos de compétitionner, je pense le meilleur pour moi, c'est quand tu as cette performance-là ultime. C'est quand tu as cette performance-là de performer, parce que le terme qu'on a souvent utilisé, moi puis mes entraîneurs, puis avec mes équipes, c'est jouer free-minded. Alors, jouer vraiment librement. Où c'est que tu n'es pas en train de penser à tes habiletés, tu n'es pas en train de penser à qu'est-ce que l'autre va faire, qu'est-ce que je devrais faire. Alors, c'est vraiment jouer avec cette liberté d'esprit-là, ce sentiment-là, cette performance-là optimale, c'est un des meilleurs. Les autres choses qui aident beaucoup et qui ajoutent à l'expérience, c'est les foules. Alors, les foules, je donne quelques exemples. Les foules, ça peut jouer en ta faveur ou ça peut te nuire, ça peut t'aider, ça peut comme alimenter le feu en dedans de toi. Alors, mes premières expériences avec des foules à l'université n'ont pas été très, très fructueuses. Il faut apprendre à gérer les distractions parce que la foule peut être pour toi, mais la foule peut être contre toi aussi. Alors, une des premières expériences que j'ai eues à apprendre à gérer ces distractions-là, c'est une joute à l'université de Guelph. Le terrain universitaire à Guelph est très, très petit et les joueurs, les spectateurs sont direct en arrière de la ligne de service. Comparé à d'habitude, ils sont sur le côté. Et là, ils sont direct en arrière. Alors, tu les entends crier juste en arrière de toi, ils sont là avec plein de bruit et ils t'envoient des insultes. Alors, la première fois que tu vis ça, c'est un peu une distraction et ça peut vraiment affecter ta performance. Puis moi, la première fois que j'ai vécu, ça a affecté ma performance et ça a créé, encore une fois, quelques doutes personnels. Et surtout qu'à la fin de la saison, on est en qualification, on est dans les Final Four et là, on doit compétitionner à Guelph contre Guelph. C'est notre premier match. Alors, évidemment, qu'est-ce que je pense? Je pense là, ils vont avoir leurs spectateurs, ils vont être dans notre face. Ils vont être bruyants. Mais juste le fait de repenser, maintenant, je sais, je suis consciente et je sais que je peux avoir le contrôle et que je peux un peu me mettre un peu dans la bulle et ignorer leurs commentaires et vraiment me concentrer sur notre équipe. Et ça a fait une meilleure expérience. Par la suite, une autre expérience, c'est à Sainte-Lucie. Alors, on est à un tournoi NORCECA, alors l'Amérique du Nord, les Caraïbes. Alors, on représente le Canada, moi et ma partenaire Brandy à l'époque. Et alors, il y a de la musique aussi, il y a de la musique entre les temps morts. Et bien, là, eux, même chose, les spectateurs sont en arrière de la ligne de service. Alors, il y a de la musique, c'est du monde qui danse à la musique, qui encourage. Et évidemment, on joue contre qui? On joue contre Sainte-Lucie, on joue contre l'équipe haute. Et puis, ben là, ils sont là qui dansent, qui encouragent leur équipe. Puis là, même le monsieur, il y a un monsieur, je me souviens, il allait chercher la balle, puis il venait m'a donner. Fait que là, c'est comme une distraction, puis là, il encourage son équipe, là, il vient m'a donner, puis il danse. Mais on a quand même bien géré la situation. Puis une des choses qui aide à gérer ces distractions-là, c'est vraiment la respiration. Alors, c'est de prendre et ressentir une respiration. Alors, inspirer et vraiment sentir l'air rentrer et se disperser dans les poumons et expirer. Ça te ramène dans le moment présent et ça te permet de vraiment te concentrer à ce qui se passe en ce moment.
Et c'est de vraiment passer à travers cette respiration et ne pas rusher, excusez-moi le terme anglophone, mais à travers ça, de dire, OK, j'ai fait ma respiration, ça passe, je suis concentrée maintenant. Non, tu dois, de façon authentique, prendre sa respiration. Ça te ramène dans le moment présent et ça te permet de bien performer. Ça, c'est une autre des choses que j'ai appris et une façon de gérer ces pressions-là. Donc, il y a beaucoup de bonnes parties à la compétition, puis beaucoup de choses que vous avez appris. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un grand impact sur votre carrière de volleyball? En fait, alors, j'ai eu des entraîneurs, comme j'ai mentionné plus tôt. J'ai eu ma famille aussi qui m'ont aidé comme tout au long de mon parcours. Il y a aussi mes employeurs, dans le fond aussi, parce que j'ai été très, très chanceuse d'avoir des employeurs qui m'ont permis d'être flexible entre le travail et l'entraînement. Alors, ça m'a aidé énormément. J'ai aussi eu la chance, ma dernière saison de volleyball de plage, de faire une levée de fonds. J'ai fait une levée de fonds. On a fait un souper spaghetti dans mon village natal, Saint-Pascal-Bellon. On a fait un souper spaghetti, puis la communauté a été super. Ils ont donné des fonds pour me permettre de compétitionner sans souci, sans que j'aie à me soucier financièrement, qui m'a aidé vraiment à mieux performer cette saison-là. Et aussi, ben, il y a les inspirations. Qu'est-ce qui m'a porté à jouer au volleyball en premier temps? Ben, ma sœur elle a commencé à jouer au volleyball, alors ça m'a donné le goût. Et évidemment, dès un jeune âge, j'ai toujours regardé les Olympiques. Alors, les grands joueurs comme Kerry Walsh, Misty May, qui ont gagné plusieurs médailles olympiques, Todd Rogers, ou juste regarder les équipes brésiliennes jouer, ça, c'était vraiment une source d'inspiration pour moi. Puis j'ai regardé les Jeux olympiques depuis un très jeune âge. Je me souviens aussi, en 7 et 8, j'avais fait le concours art oratoire. Et dans mon texte, j'avais dit que soit que je vais aller aux Olympiques en natation, soit je vais aller aux Jeux olympiques en volleyball, soit que je vais aller aux Jeux olympiques en soccer. C'était tout ça mon approche dès un très jeune âge, dès la 7e année. C'était ça mon rêve. Malheureusement, je n'ai pas été aux Jeux olympiques, mais j'ai eu la chance de représenter mon pays à plusieurs compétitions. Alors, c'est quand même un objectif, je pense, atteint. Et donc, vraiment, tous ceux qui ont eu comme un certain impact sur ta carrière de volleyball, sur les gens qui t'ont permis à vraiment te lancer, ou des choses comme les Jeux olympiques qui t'ont permis à te lancer, qui t'ont donné un certain drive pour arriver à ton but. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment important d'avoir un certain drive pour arriver à ton but. Tu avais déjà parlé des anecdotes plus tôt, de certaines de tes anecdotes avec des nouvelles coéquipières, mais juste si peut-être tu avais reçu d'autres anecdotes qui étaient des messages importants, des messages que tu as reçus, tu te retrouvais important et que tu gardes encore avec toi jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors il y en a plusieurs. Puis les seuls que je me souviens un petit peu plus particulièrement, c'est les seuls qui avaient vraiment une anecdote avec comme une image. Alors surtout, Ling, notre assistant coach à l'Université d'Ottawa, était excellent pour donner des anecdotes comme ça. Et alors, ma première compétition à l'université, première année, premier tournoi, je suis intimidée, pas rien qu'à peu près. J'ai peur. Là, je me dis, non, dans aucune chance est-ce que je vais jouer. Je suis en première année, il y en a qui sont en 2, 3, 4, 5e année. Je ne jouerai pas. Fait que je m'avais mis ça dans la tête, je n'étais pas pour jouer. Et alors là, il y a évidemment, pour créer la chimie d'équipe, on est mis dans les chambres, puis on mixe les joueuses de 5e année, première année. Alors moi, j'ai été jumelée avec nos 2 capitaines. Et une que j'étais comme super intimidée avec elle. Là, elles me disent les deux en blague, tu vas dormir dans le bain. Je suis comme, OK, pas de problème, je vais dormir dans le bain. Mais non, elle faisait simplement blaguer. Et on a eu un bon tournoi, ça a développé une chimie. Mais une des meilleures choses, c'est que j'ai eu la chance de jouer à ce premier tournoi-là. Et j'ai eu une super bonne performance. Comme je m'avais étonnée moi-même, je n'avais pas d'attente. Je ne savais pas comment j'étais pour performer. C'est un nouveau niveau de jeu. Et oui, j'étais vraiment comme dans le moment, dans la zone, puis je faisais juste jouer.
j'ai eu une très bonne performance. Ling, notre entraîneur adjoint, il vient me voir et il me dit, Claudia, super performance aujourd'hui, mais rappelle-toi d'aujourd'hui. So remember today. Rappelle-toi aujourd'hui parce qu'il y a des journées que tu ne vas pas avoir une super bonne performance. Il y a des journées que ça va super bien aller comme ça l'a été aujourd'hui, mais il y a des journées que ça ne va pas bien aller. Puis c'est correct, puis tu apprends, puis tu reviens le lendemain, puis ça va être meilleur. Alors, et évidemment, il avait raison, regardons ça, il avait raison, puis je veux dire, il y a eu des moments dans ma carrière universitaire où c'est que j'ai pas eu des bons matchs, j'ai eu des doutes, j'avais peur de perdre ma place, il y avait un autre libéraux. Fait que c'était une très, très bonne anecdote qui s'applique encore aujourd'hui. Tu vas avoir des bonnes journées, tu vas en avoir des moins bonnes, mais c'est de se rappeler les bonnes pour essayer de viser pour une encore meilleure. L'autre anecdote qui nous provient encore de Ling, c'est le café. Alors, si tu te présentes à une réunion, puis tu apportes du café pour tout le monde. Mais là, il y en a qui ont déjà leur café, il y en a qui, comme, ben, ils boivent du thé, ils boivent pas de café. 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, tu reviens avec du café encore à une autre rencontre. Encore une fois, il y a du monde qui a leur café, il y en a du pas de thé. Fait que le monde, ils n'en prennent pas vraiment de ton café. 3e rencontre, ben, tu dis, OK, ben, pourquoi je vais emmener du café? Le monde, ils ne prennent pas un livre. Alors, tu viens à la rencontre, et là, tu n'apportes pas de café. Et là, tout le monde te demande, ben, il est où le café? Qu'est-ce qui est arrivé au café? Comme, tu n'as pas emmené le café aujourd'hui? Alors, la façon d'interpréter cette petite anecdote-là, c'est que tu contribues à l'équipe. Tu apportes de quoi à l'équipe. Apporte ce que tu contribues à tous les jours parce que ton équipe va en avoir besoin. Ça peut sembler comme s'ils n'en ont pas besoin à certains moments, mais ils comptent toujours sur toi pour apporter ce que toi, tu apportes à l'équipe. J'en ai deux autres. Alors, un, c'est le sac à dos. Alors, il y a des journées où c'est vrai, un peu moins peut-être en virtuel en ce moment, mais quand tu vas à l'école, dépendant de ton quadrimestre, dépendant des jours, tu vas avoir un sac à dos qui est très, très pesant. Tu peux peut-être avoir un manuel de chimie puis un manuel de maths. Alors, ton sac est pesant. Ça se fait que ton ami à côté, lui, il n'y a rien dans son sac. Fait qu'il peut t'aider à porter ton sac. Puis, parce qu'il y a des journées où c'est que c'est toi qui vas avoir le sac à dos pesant. Toi qui vas avoir la misère à trimballer ton sac à dos. Fait que c'est de bien s'entourer, d'être présent pour tes coéquipiers, puis de les aider dans des moments où c'est plus difficile, puis d'être là pour les supporter, puis vice-versa. Eux vont t'aider à surmonter des performances ou à surmonter des étapes où c'est que c'est moins facile. Alors, c'est de s'aider un peu les uns les autres. Et l'autre anecdote, c'est le spaghetti. Alors, c'est de prendre sa place. Alors, quel est le meilleur mets? Alors, par exemple, le meilleur mets, c'est le spaghetti. Alors, si j'aime beaucoup, beaucoup le spaghetti, et là, on a du spaghetti pour souper, super, je suis super excitée. Mais là, ton frère vient manger ton spaghetti, vient manger ton assiette. Est-ce que tu simplement le laisses manger ton assiette? Ben non, tu vas dire quelque chose, tu vas dire non, arrête, je prends ma place, non, va t'en chercher une assiette, ça c'est la mienne. Alors, c'est de prendre sa place sur le terrain, de s'affirmer, d'avoir confiance, alors de prendre sa place au sein de l'équipe, de ne pas laisser les autres manger ton spaghetti. Alors, excuse-moi, Jean, vas-y. Alors, tu as reçu beaucoup d'anecdotes, de messages importants. Maintenant, si on pourrait donner un conseil ou quelque chose que tu aimerais dire aux jeunes athlètes qui débutent ou qui continuent le sport, qu'est-ce que tu leur dirais? Comme juste un message assez rapide. Puis, ouais. Oui, alors, une des choses que je crois qui est super importante, c'est de performer dans le présent. Alors, j'ai parlé un peu tantôt de l'importance de la respiration avant le service ou avant un moment clé dans ta performance, juste avant que tu sois
engagé dans le jeu, c'est de vraiment se concentrer à la respiration pour être dans le moment présent. Il va arriver des fois aussi que tu vas avoir des doutes. Surtout dans le volleyball de plage, des fois, il y a les questions qui te rentrent dans la tête. J'aurais dû faire ce shot-là. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ou contre cette équipe ici, je ne peux pas faire ce genre d'erreur ou je ne peux pas faire ça. Alors, quand tu commences à penser au passé, au futur, comme je ne devrais pas faire ça ou je n'aurais pas dû faire ceci. Alors, quand on commence à avoir ces pensées-là, ben, il faut revenir dans le moment présent. Il faut se concentrer plutôt sur le processus. Alors, je ne peux pas contrôler ce que j'ai fait dans le passé. Je peux contrôler ce que je fais en ce moment. Puis la façon qu'on fait ça, c'est de vraiment aller à travers le processus. Alors, le processus de faire une belle réception, le processus de faire une bonne approche, de s'ajuster pour bien frapper la balle. Alors, c'est vraiment de se concentrer sur le processus au lieu de ces petites histoires-là avant, après que j'aurais dû faire. Prendre une grande respiration ou peut-être d'autres stratégies pour te ramener dans le moment présent et vraiment un peu faire le vide. L'autre chose, c'est vraiment le processus comparé au résultat. Alors, vouloir gagner une médaille à une compétition, ça, c'est très orienté vers le résultat. Par contre, si tu ne passes pas à travers le processus, les chances que tu arrives à le résultat viennent de diminuer de façon significative. Alors, c'est de se concentrer sur le processus, sur la qualité de ta performance. Puis si tu te concentres là-dessus, ça va t'emmener à des bons résultats. Je donne un petit exemple rapide. Ma dernière saison en 2015 de volleyball de plage, au début de la saison, je savais, en janvier, je savais que c'était pour être ma dernière saison. Je savais que je ne m'engageais pas pour un autre cycle olympique. Je savais que mon objectif, ce n'était plus d'aller aux Olympiques parce que je voulais avoir une vie, une carrière. Donc, c'était important pour moi de me donner un autre objectif pour ne pas perdre cette saison-là. Alors, je m'ai assis avec mon entraîneur-chef, avec Angie, pour lui parler pendant 1 heure, peut-être plus, pour vraiment identifier quel était pour être mon objectif, puisque mon objectif n'était plus les Olympiques. Alors, on l'a discuté et mon objectif est devenu performer de façon constante à ma performance optimale. Alors, performer le mieux possible à la meilleure des habiletés. Et j'ai été capable d'atteindre ça. Alors, c'était vraiment orienté vers le processus de bien performer au lieu de gagner des tournois. Alors, si vous pouvez vous concentrer sur une approche plus orientée vers le processus au lieu des résultats, je pense que ça va être très, très fructueux. Ça, c'est mon petit message pour les jeunes athlètes. Message très qui inspire vraiment, parce que c'est vraiment le processus. Si tu ne te concentres pas sur comment tu fais pour arriver au résultat et plutôt sur le résultat en tant que tel, eh bien, c'est quoi le point si tu t'y mets pas, right? C'est vraiment l'important de s'y mettre et j'aime beaucoup ce message. JP vient de disparaître un peu, problème technique, mais je suis encore ici. Puis, passons à des questions rapides. Je pense que c'était une bonne question pour finir dessus, une question qui inspire, puis on peut juste faire quelques petites questions rapides avant qu'on finisse. C'est des questions qui n'ont pas de mauvaise réponse, à moins pour cette première qui est quelle est la pizza préférée et si c'est ananas, ben. Alors, quelle est ma pizza préférée? OK, je dois avouer, moi j'ai un faible pour la pizza. Oh, OK, je sais pas, ça dépend vraiment comment je me sens. Au début, Samuel, j'aurais dit comme toi, la pizza avec des ananas, c'est pas une pizza, mais j'y ai goûté. Non. Puis ça goûte bon. Non. Mais pour moi, tu vois, ça revient un peu comme la différence entre le volleyball de plage et le volleyball intérieur. Pour moi, la pizza hawaïenne, c'est pas une pizza. C'est quelque chose qui goûte bon, mais c'est pas une pizza. Fait que, I guess, ça peut pas être ma pizza préférée parce que dans ma tête, c'est quelque chose qui est bon, mais c'est pas une pizza. Fait que je dirais que c'est la tout garnie, ma pizza préférée. Ah, OK. Les choix un peu questionnables, mais OK. Est-ce que tu es en train de regarder quelque chose sur Netflix en ce moment? Peut-être une émission que tu regardes qui t'intéresse, quelque chose que tu binges? Donc, en ce moment, j'écoute beaucoup des shows de rénovation. Fait que, des émissions de rénovation. C'est pas sur Netflix.
Mais ça s'appelle The Block. Alors, c'est une émission de compétition, une télé-réalité qui font de la rénovation. Et là, j'essaie de m'inspirer pour ma future maison, avoir des idées. Alors, c'est pas super intéressant, mais pour moi, ça me donne des idées pour des projets futurs. Ouais. Et c'est Move That Bus, ces émissions comme ça, là, où est-ce que comme ils font des nouvelles maisons, right? Comme ils rénovent, puis moi, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est bien voir des gens construire des nouvelles maisons. Moi, je trouve ça intéressant au moins. C'est comme Bob the Builder pour les plus grands. JP, je vois que tu es de retour, donc est-ce que tu aimerais poser la prochaine question? Oui, ben, j'ai manqué un petit bout, mais écoutes-tu de la musique pour te pomper avant la compétition? Si oui, quel genre de musique t'écouterais? OK. Ben, à l'université, je faisais beaucoup de ça. J'avais 2 vidéos que j'aimais particulièrement qui me motivaient. Puis c'était un peu genre, ça disait, si vous êtes le underdog, vous pouvez toujours revenir. Puis, en tout cas, c'est un texte comme ça qui était motivant. Je l'écoutais souvent avant mes joutes universitaires. Avant mes joutes avec l'équipe nationale, j'écoutais un peu de musique, mais c'est qu'il y a déjà de la musique qui joue à ces compétitions-là entre les essais. Fait que j'avais pas nécessairement... C'était souvent dans les Caraïbes aussi, alors souvent tu finis par écouter la chanson rythmée des Caraïbes, alors c'est plaisant. Puis là, tu reviens, puis là, tu as ce qu'on a un Norseca playlist, alors tu ajoutes ces chansons-là à ta liste de musique. Donc, oui, j'imagine un peu latino quand je compétitionnais là, de haut niveau. C'est ça. Bon, ben, on vient de recevoir une question. On voulait finir les questions légères, mais je pense que c'est une très bonne question et qu'on pourrait peut-être finir avec celle-là, peut-être avant de terminer. Et c'est une question de Carl qui dit: combien d'importance pourrais-tu attribuer à l'entraînement physique dans ton cheminement au niveau professionnel, ou bien c'est plutôt ton expérience et la pratique du sport en tant que tel qui t'a aidé à cheminer? L'entraînement physique est très, très important à ce niveau-là. Avant de déménager à Toronto, je m'ai engagée en entraîneur personnel. Alors, j'ai toujours été une athlète qui était forte, mais je m'ai procuré, j'ai payé pour un entraîneur personnel et ça m'a vraiment apporté à vraiment atteindre un autre niveau de forme physique qui m'a permis vraiment d'avoir ma place au sein de l'équipe nationale. Donc, à ce niveau-là, tout le monde pratique à tous les jours. Tout le monde est dans le sable à tous les jours. Alors, l'effort que tu fais dans la salle de musculation est très, très important parce que ça va te donner peut-être un avantage de plus. Ma dernière saison, je m'ai vraiment concentrée. Je m'ai dit, c'est ma dernière saison, je donne le tout pour le tout. Tout ce que je peux contrôler, je le fais. J'ai contrôlé mon alimentation, mais de façon saine. Alors, vraiment m'assurer que j'avais une panoplie de vitamines, de nutriments de façon naturelle, avec beaucoup de fruits, de légumes, du quinoa, des patates douces, vraiment une alimentation équilibrée qui a aussi aidé avec mes entraînements physiques et mon saut vertical a augmenté de façon significative pendant ma dernière saison. J'étais beaucoup plus rapide. Alors, l'entraînement musculaire et l'alimentation, toutes les choses que tu peux contrôler dans le fond, hors du terrain, vont avoir un impact sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup, Mme Séguin, d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir présenté votre parcours, et surtout d'avoir donné des réponses à toutes ces questions-là et des précieux conseils pour tout le monde. Vous nous avez partagé plusieurs expériences, puis les conseils on espère qu'ils vont aider les gens puis qu'ils vont être retenus. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Puis un peu comme tu as dit, Jean-Philippe, j'espère que peut-être un petit conseil ou une des petites anecdotes va rester avec vous puis va vous aider le long de votre parcours. Alors, maintenant, pour le mot de fin, de la part de notre école et du NCSSAA, nous apprécions grandement votre participation aujourd'hui et on vous souhaite une bonne journée.